Pendant des années, Laurent Fontaine a appartenu à cette catégorie d'hommes de télévision dont le visage semble familier avant même que l'on se souvienne précisément de toutes les émissions qu'ils ont animées. Il avait cette présence reconnaissable, cette façon de parler avec assurance, cette énergie de plateau où tout paraît fluide, contrôlé, presque naturel. Devant les caméras, il incarnait une forme de stabilité. Le sourire posé, la phrase bien lancée, le regard habitué au projecteur, l'aisance de ceux qui savent que le direct ne pardonne pas, mais qui ont appris à en faire un terrain de jeu. Pour le public, cette image suffisait. Un homme de télévision, un professionnel, un visage connu, une personnalité médiatique. Mais la télévision, par définition, ne montre jamais tout. Elle éclaire une partie du décor et laisse le reste dans l'ombre. Elle choisit un angle, une lumière, un rythme, une posture. Elle fabrique une impression de proximité alors qu'elle maintient, en réalité, une distance immense entre celui qui apparaît à l'écran et ceux qui le regardent depuis leur salon. Le téléspectateur croit connaître un animateur parce qu'il l'a vu rire, poser des questions, improviser, plaisanter ou réagir à l'actualité. Pourtant, il ne connaît souvent qu'un rôle. Et c'est précisément dans cet écart entre le rôle public et l'homme privé que naissent les récits les plus troublants. Dans l'histoire de Laurent Fontaine, le mot qui revient avec le plus de force n'est pas d'abord celui de scandale. Ce n'est pas non plus celui de colère. C'est un mot plus discret, plus lourd, presque invisible. Silence. Un silence qui ne tombe pas brusquement, mais qui s'installe. Un silence qui n'a rien de spectaculaire au début. Il commence parfois par une phrase qu'on ne termine pas. Un dîner où l'on parle moins, un regard qui se détourne, un retour tardif qui ne suscite plus de questions parce que les réponses sont toujours les mêmes. Puis peu à peu, ce silence devient une langue à part entière. On ne dit plus ce qui blesse, on ne demande plus ce qui manque. On cesse de se battre non pas parce que tout va bien, mais parce que l'on n'a plus la force de croire que l'autre entendra. Après un divorce, il arrive que les versions officielles se ressemblent toutes. On parle de chemins différents, de respect mutuel, de décisions mûrement réfléchies, de priorités données à la famille, de volonté de préserver l'intimité. Ces formules ont leur utilité. Elles protègent. Elles évitent que la douleur ne devienne un spectacle. Elles empêchent parfois que les enfants, les proches ou les collègues soient entraînés dans une histoire qui ne leur appartient pas. Mais elles peuvent aussi servir de couvercle à une vérité plus complexe. Une vérité moins élégante, moins propre, moins acceptable pour l'image publique. Car dans un couple, surtout lorsqu'il est relié de près ou de loin au monde médiatique, la séparation ne commence presque jamais le jour où elle est annoncée. Elle commence bien avant. Elle commence dans ces petits renoncements que personne ne voit. Elle commence lorsque l'un des deux s'habitue à attendre. Attendre un retour, attendre une explication, attendre une attention. Attendre que la personne aimée redevienne celle qu'elle était au début. Attendre que l'homme qui sourit si facilement aux inconnus retrouve la capacité de sourire vraiment à la maison. Non pas parce qu'elle imposerait une vérité judiciaire ou une accusation brutale, mais parce qu'elle oblige à regarder ce que l'on préfère souvent ignorer. La célébrité peut user ceux qui la vivent, mais elle peut aussi user ceux qui vivent à côté. Être l'épouse d'un homme connu n'est pas seulement partager une réussite, c'est parfois partager une absence. Une absence paradoxale, car l'homme est partout, dans les souvenirs du public, dans les archives télévisées, dans les conversations, dans les sollicitations, dans les appels professionnels. Mais à la maison, il peut devenir lointain, préoccupé, enfermé dans ses propres urgences. Ce que l'épouse de Laurent Fontaine aurait pu garder en elle pendant longtemps, c'est peut-être cette contradiction douloureuse. Voir un homme apprécié à l'extérieur devenir difficile à atteindre dans l'intimité. Voir le monde lui réclamer une part de lui-même et constater qu'il ne reste parfois, pour le foyer, qu'une fatigue, une impatience ou une présence fragmentée. À l'écran, les personnalités médiatiques donnent souvent le meilleur d'elles-mêmes. Elles arrivent préparées, habillées, concentrées. Elles savent que chaque geste peut être commenté. Mais dans la vie privée, il n'y a plus de maquillage, plus de conducteur d'émission, plus de montage, plus d'applaudissements. Il reste les habitudes, les failles, les contradictions, et parfois ces contradictions deviennent insupportables. Le divorce agit alors comme un révélateur. Il ne crée pas toujours la vérité, mais il retire les protections qui l'empêchèrent de se dire. Tant que le couple existe officiellement, chacun peut encore sauver les apparences. On apparaît ensemble lorsque c'est nécessaire. On répond brièvement aux questions, on sourit pour ne pas inquiéter. On évite les détails. On laisse croire que tout est sous contrôle parce que reconnaître l'effondrement serait déjà commencer à le rendre réel. Mais lorsque la rupture est actée, lorsque le lien conjugal n'a plus besoin d'être défendu publiquement, la parole change de nature. Ce qui était murmuré peut devenir formulé. Ce qui était ressenti peut devenir récit. Ce qui était vécu comme une honte peut être regardé comme une libération. Dans le cas d'une figure comme Laurent Fontaine, la difficulté est encore plus grande.
Le public a tendance à confondre sympathie médiatique et vérité personnelle. Un homme qui a semblé sympathique à la télévision est spontanément perçu comme sympathique dans la vie. Un animateur qui a su écouter des invités est imaginé comme un homme forcément attentif auprès des siens. Un professionnel à l'aise dans la conversation publique est supposé capable de dialogue intime. Mais cette équation est souvent fausse. La parole médiatique n'est pas la parole conjugale. Sur un plateau, on parle pour créer du rythme. Dans un couple, on parle pour réparer. Et ce sont deux exercices totalement différents. L'horrible vérité dont parle le titre n'est donc pas nécessairement un secret spectaculaire au sens vulgaire du terme. Elle peut être plus profonde, plus ordinaire et justement plus dérangeante. L'idée qu'un couple peut mourir lentement derrière une façade respectable. L'idée qu'une épouse peut se sentir seule auprès d'un homme que tout le monde croit entouré. L'idée que la reconnaissance publique ne protège pas de l'échec intime. L'idée qu'un sourire célèbre peut coexister avec une maison silencieuse. Il faut comprendre ce que signifie vivre auprès d'un homme dont l'identité est en partie construite par le regard des autres. La célébrité, même lorsqu'elle n'est pas démesurée, impose une pression constante. Elle pousse à maintenir une cohérence, une image, une posture. On ne demande pas seulement à la personnalité publique de travailler. On lui demande d'être reconnaissable, disponible, constante. Le public supporte mal les nuances. Il préfère les personnages simples, le gentil, le drôle, le sérieux, le complice, le provocateur, le rassurant. Mais un être humain n'est jamais un personnage simple. Et plus l'image publique est nette, plus l'ombre privée peut devenir difficile à accepter. Pour l'épouse, cette ombre peut prendre différentes formes. Il y a d'abord les absences concrètes, les horaires, les rendez-vous, les tournages, les réunions, les projets qui s'ajoutent toujours au dernier moment. Puis, il y a les absences émotionnelles. Être physiquement présent, mais mentalement ailleurs. Répondre sans écouter vraiment. Promettre de parler plus tard. Remettre une discussion importante à un moment qui ne vient jamais. Enfin, il y a l'absence symbolique. Le sentiment de ne plus être la personne centrale dans la vie de l'autre, mais seulement une partie du décor privé qui permet à l'image publique de rester stable. Ce type de souffrance est difficile à raconter, car il ne repose pas toujours sur un événement unique. Il ne s'agit pas forcément d'une scène dramatique que l'on pourrait dater précisément. C'est une accumulation, une succession de petits chocs, de petites déceptions, de petites humiliations parfois involontaires. Rien qui, pris isolément, semble suffisant pour justifier une rupture. Mais tout, ensemble, finit par construire un mur. Dans beaucoup de divorces, celui qui parle après coup est accusé d'exagérer. On lui reproche de régler ses comptes, de salir une image, de profiter de l'attention. C'est encore plus vrai lorsque la personne concernée est connue. La parole de l'épouse devient suspecte avant même d'être entendue. Certains diront « Pourquoi parler maintenant ? Pourquoi ne pas avoir parlé avant ? Pourquoi rester toutes ces années si la souffrance était réelle ?» Ces questions semblent logiques, mais elles ignorent la mécanique intime de l'attachement. On ne quitte pas facilement une histoire que l'on a aimée. On ne renonce pas simplement à un homme que l'on a choisi, soutenu, accompagné. On espère, on excuse, on minimise. On se dit que la période est si difficile, que le travail est trop prenant, que l'âge apaise, que le temps arrangera les choses. Puis un jour, le temps n'arrange plus rien. Il révèle seulement l'étendue du gâchis. Le plus douloureux dans ce type de récit n'est pas toujours la fin de l'amour. C'est la prise de conscience que l'amour a parfois servi de prétexte à l'endurance. On croit être patiente, loyale, solide. On se félicite de ne pas céder aux impulsions. On protège l'autre, on protège la famille, on protège le non. Mais à force de protéger tout le monde, on finit par ne plus se protéger soi-même. Et lorsque la séparation arrive, elle ne ressemble pas seulement à une rupture conjugale. Elle ressemble à un réveil brutal. Dans l'imaginaire public, l'épouse d'un homme célèbre est souvent perçue comme privilégiée. On suppose qu'elle a bénéficié du confort, du statut, de la reconnaissance indirecte. On oublie qu'il existe aussi une solitude spécifique à cette position. Une solitude qui consiste à ne pas pouvoir se plaindre sans être jugée ingrate. Une solitude qui consiste à entendre les autres, admirer l'homme qui, dans l'intimité, vous fait souffrir par son indifférence ou sa distance. Une solitude qui consiste à sourire lorsque tout le monde vous dit « vous avez de la chance ». Cette phrase, répétée assez souvent, peut devenir une prison. L'épouse qui se tait n'est pas forcément une épouse faible. Elle peut être une femme qui mesure les conséquences de chaque mot. Dans un univers médiatique, une confidence peut être reprise, transformée, amplifiée. Une nuance peut devenir un titre brutal. Une douleur peut devenir une arme entre les mains de ceux qui cherchent du scandale. Alors on apprend à parler peu. On apprend à répondre avec élégance, on apprend à détourner les questions, on apprend à dire que tout va bien, même lorsque la maison intérieure est en train de s'effondrer. Mais le silence a un prix. Il abîme celui qui le porte. Il transforme la colère en fatigue, la tristesse en froideur, la déception en distance. Dans le couple, il crée une étrange paix apparente. Moins de disputes, moins de cris, moins de confrontations. Mais cette paix n'est pas la preuve que tout est à réparer.
Elle peut être le signe que l'un des deux a renoncé. C'est peut-être cela le moment le plus grave d'une histoire d'amour. Non pas le jour où l'on se dispute, mais le jour où l'on ne cherche même plus à être compris. Il s'agit de comprendre comment une image publique peut se fissurer lorsque l'intime reprend ses droits. Laurent Fontaine, comme beaucoup de personnalités connues, a construit une relation avec le public fondée sur la parole, la présence et de la confiance. Mais la confiance publique ne dit rien à elle seule de la réalité conjugale. Un homme peut être compétent, apprécié, respecté, et pourtant avoir échoué dans sa manière d'aimer. Une femme peut avoir aimé sincèrement, soutenu longtemps, protégé souvent, et finir par reconnaître que l'amour ne suffit plus. Le divorce dans cette perspective n'est pas seulement la fin administrative d'un mariage, c'est la chute d'un récit. Pendant des années, le couple raconte quelque chose, une stabilité, une fidélité, une continuité, une alliance. Même lorsque les détails restent le privé, l'existence du couple devient une partie de l'identité sociale. Puis, quand il se défait, tout ce récit est relu à l'envers. Les souvenirs changent de couleur, les absences anciennes prennent un autre sens. Les phrases oubliées reviennent. Les gestes qui semblaient anodins deviennent des signes, on comprend après coup ce que l'on refusait de voir au présent. C'est pourquoi les révélations après divorce fascinent autant. Elles donnent au public l'impression d'entrer dans les coulisses d'une vie qu'il croyait connaître. Mais cette fascination est dangereuse. Elle pousse à chercher un coupable unique, une phrase choc, une vérité définitive. Or, les mariages ne meurent presque jamais d'une seule vérité. Ils meurent de plusieurs vérités qui se croisent. Celle de l'un, celle de l'autre, celle du temps, celle du travail, celle des blessures maldites, celle des attentes impossibles. L'horrible vérité, au fond, pourrait être celle-ci. Derrière les couples que l'on croit solides, il existe parfois une fatigue que personne ne voit. Derrière les sourires posés sur les photos, il existe parfois des conversations évitées depuis trop longtemps. Derrière l'homme public, il existe parfois une femme qui a porté seule le poids de l'image commune. Et derrière un divorce annoncé avec pudeur, il existe parfois des années de solitude silencieuse. Pour Laurent Fontaine, comme pour toutes les personnalités qui ont vécu sous le regard du public, la question n'est pas seulement de savoir ce qui s'est passé dans l'intimité. La vraie question est plus vaste. Combien de temps peut-on maintenir une image lorsque la réalité privée ne la soutient plus? Combien de temps une épouse peut-elle protéger un homme dont elle ne reconnaît plus la présence? Combien de temps le public peut-il confondre la lumière des plateaux avec la vérité d'un foyer? D'un côté, l'homme que beaucoup ont connu à travers l'écran, professionnel, souriant, maîtrisé. De l'autre, l'espace privé où les certitudes se brouillent, où l'épouse ne parle plus seulement d'amour déçu, mais d'une vérité longtemps retenue. Une vérité qui ne cherche pas forcément à détruire, mais à nommer ce qui a été vécu. Une vérité qui dérange parce qu'elle rappelle que la célébrité ne rend personne plus apte à aimer, plus capable d'écouter ou plus innocent dans l'usure d'un couple. Après le divorce, il ne reste parfois ni cri, ni vengeance. Il reste une phrase simple, terrible, presque froide, « Voilà ce que j'ai vécu ». Et lorsque cette phrase est enfin prononcée, tout ce que l'on croyait savoir commence à trembler. Ce qui se passe dans un couple ne se voit presque jamais au moment où cela commence à se briser. Les premières fissures ne font pas de bruit. Elles ne ressemblent pas aux scènes violentes que l'on imagine lorsqu'on parle de divorce, de révélation ou de vérité longtemps cachée. Elles ressemblent plutôt à des détails. Un appel que l'on n'attend plus, une phrase qui tombe trop sèchement, une promesse reportée, un regard qui glisse ailleurs, une fatigue qui devient l'excuse de tout. Un dîner où chacun mange en face de l'autre sans vraiment se rejoindre. Dans l'histoire supposée de l'épouse de Laurent Fontaine, c'est peut-être cela qui frappe le plus. Non pas une explosion unique, mais l'usure lente d'une relation où l'un des deux finit par ne plus reconnaître la place qu'il occupe. Le public, lui, aime les récits simples. Il veut savoir qui a tort, qui a raison, qui a trahi, qui a menti, qui a souffert. Mais dans la réalité d'un mariage, la vérité était rarement aussi nette. Il y a des blessures qui ne laissent aucune trace visible. Il y a des humiliations qui ne se racontent pas facilement parce qu'elles paraissent petites lorsqu'on les met en mots. Il y a des absences qui, répétées pendant des années, deviennent plus lourdes qu'une dispute. Être l'épouse d'un homme connu, c'est parfois apprendre à exister dans une lumière qui ne vous appartient pas. On vous voit sans vous regarder vraiment. On vous associe à un nom, à un visage, à une carrière, à une réussite, mais on oublie que vous avez votre propre fatigue, vos propres attentes, vos propres renoncements. On suppose que vous êtes protégé par la notoriété de l'autre, alors que cette notoriété peut aussi devenir un mur entre votre vérité et ce que les autres veulent croire. Car lorsqu'un homme est apprécié du public, ceux qui souffrent à ses côtés rencontrent une difficulté particulière. Ils doivent lutter non seulement contre leur douleur, mais aussi contre l'image que les autres ont de lui.
Dire qu'un homme souriant, cultivé, drôle ou professionnel a pu être distant, dur, absent ou émotionnellement inaccessible dans l'intimité paraît presque invraisemblable à ceux qui ne l'ont connu qu'à travers un écran. Le téléspectateur ne voit qu'un fragment. L'épouse, elle, voit les heures après l'émission, les silences après les applaudissements, les retours à la maison, les moments où le personnage public tombe et laisse apparaître un homme plus complexe, parfois plus froid, parfois plus préoccupé, parfois incapable de donner à son foyer l'attention qu'il offre si facilement au monde extérieur. C'est une douleur difficile à expliquer. Comment dire que l'on se sent abandonné auprès d'un homme que tout le monde croit disponible? Comment faire comprendre que la présence physique ne suffit pas? Un mari peut être assis dans la même pièce et pourtant sembler à des kilomètres. Il peut répondre, mais sans entendre. Il peut promettre, mais sans changer. Il peut dire qu'il aime, mais ne plus poser aucun geste qui donne à cet amour une réalité quotidienne. Dans beaucoup de couples, la souffrance ne naît pas seulement de ce qui est fait, mais de ce qui n'est plus fait. Ne plus demander comment s'est passée la journée. Ne plus remarquer une inquiétude. Ne plus tendre la main. Ne plus sentir que l'autre attend une parole. Ne plus avoir cette délicatesse qui, au début d'une histoire, donne le sentiment d'être choisi. Avec le temps, ce manque devient une forme de froid. Et ce froid, dans l'intimité, peut être plus destructeur qu'une colère franche. L'épouse qui se tait apprend à s'adapter. Au début, elle tente peut-être de parler. Elle choisit le bon moment, formule ses phrases avec prudence, évite d'accuser, essaie d'expliquer qu'elle se sent seule, qu'elle ne veut pas simplement partager un toit ou un nom, mais retrouver un lien, puis, si rien ne change, elle modifie sa stratégie. Elle parle moins. Elle attend moins. Elle fait moins de reproches. De l'extérieur, cela peut donner l'impression que la situation s'est apaisée. En réalité, c'est souvent à ce moment-là que le couple est le plus en danger. Parce qu'une femme qui ne se plaint plus n'est pas toujours une femme heureuse. C'est parfois une femme qui a compris que ses plaintes ne servaient à rien. Il faut imaginer ce que représente une telle prise de conscience. Pendant des années, elle a peut-être défendu son mari. Elle a peut-être justifié ses absences par le travail, ses humeurs par la pression, ses silences par la fatigue. Elle a peut-être accepté de passer après les priorités professionnelles, après les rendez-vous, après les obligations médiatiques, après les sollicitations qui semblaient toujours plus urgentes que la vie de famille. Elle a peut-être même intériorisé l'idée qu'aimer un homme ambitieux demandait des sacrifices. Mais à force de sacrifier, on finit parfois par ne plus savoir ce qu'il reste de soi. C'est là que la blessure devient invisible. Personne ne voit exactement ce qui a été perdu. Il n'y a pas forcément de scandale public, pas de scène spectaculaire, pas de preuves que l'on pourrait déposer sur une table. Il y a seulement une femme qui, un jour, se regarde et comprend qu'elle a passé trop de temps à préserver une histoire qui ne la préservait plus. Dans les milieux liés à la télévision, cette dynamique peut être encore plus cruelle. La carrière exige de l'énergie, de la disponibilité, du réseau, une forme de séduction permanente. Il faut plaire, convaincre, rester dans le mouvement, répondre aux appels, accepter les projets, exister dans un univers où l'oubli arrive vite. Pour celui qui vit cette pression, tout peut sembler justifié. Pour celui qui l'a subi indirectement, tout peut devenir envahissant. Le travail ne reste pas au bureau. Il entre dans la maison, il s'invite dans les conversations, il interrompt les moments privés. Il impose son rythme, ses urgences, ses frustrations. Et peu à peu, l'épouse peut avoir le sentiment de ne plus vivre avec un homme, mais avec sa carrière. Cette phrase paraît dure. Pourtant, elle résume une réalité que connaissent beaucoup de conjoints de personnalités publiques. Le compagnon ou la compagne ne partage pas seulement une vie. Il partage une image. Il faut accepter les contraintes, les regards, les commentaires, parfois les rumeurs. Il faut être solide quand l'autre traverse une période difficile. Il faut se réjouir de ses succès même lorsqu'ils éloignent davantage. Il faut comprendre les absences, supporter les tensions, garder le sourire lorsqu'on se sent relégué à l'arrière-plan. Mais l'amour ne peut pas survivre indéfiniment dans un rapport déséquilibré. Aimer, ce n'est pas seulement admirer. Ce n'est pas seulement soutenir. Ce n'est pas seulement attendre. Aimer suppose une réciprocité, même fragile. Un couple peut traverser des périodes de déséquilibre, mais si l'un donne toujours et que l'autre reçoit sans voir l'effort, quelque chose se casse. Ce que l'épouse de Laurent Fontaine aurait pu révéler au fond, ce n'est donc pas seulement une souffrance conjugale. C'est le sentiment d'avoir été progressivement effacé. Effacé derrière l'homme public, effacé derrière les obligations, effacé derrière une image que tout le monde voulait continuer à croire intacte, effacé parfois même derrière sa propre prudence, car plus elle se taisait, plus son silence semblait confirmer que tout allait bien. Le plus cruel dans ces histoires, c'est que l'entourage lui-même ne comprend pas toujours. Les proches peuvent minimiser, ils peuvent dire « c'est une période difficile, il est sous pression ». Tu sais comment il est ? Ce n'est pas si grave, beaucoup de femmes aimeraient être à ta place.
Ces phrases, prononcées parfois avec de bonnes intentions, ajoutent une couche supplémentaire à la solitude. Elles disent à la femme que sa douleur est peut-être excessive, que son ressenti dérange, qu'elle devrait relativiser, mais on ne relativise pas indéfiniment une douleur qui revient chaque soir. Dans un couple usé, il existe aussi une autre forme de violence douce, celle de l'habitude. Plus une situation dure, plus elle paraît normale. On s'habitue à ne pas être écouté, on s'habitue à manger seul, on s'habitue à ne plus être surprise. On s'habitue à l'indifférence légère, à la distance polie, aux conversations fonctionnelles. On s'habitue à une vie qui ne ressemble plus à l'amour, mais qui continue d'en porter le nom. Et parce que l'on s'habitue, on tarde à partir. Le divorce arrive souvent après une longue période intérieure où la séparation est déjà faite. Sur le papier, le couple existe encore. Dans les faits, chacun vit déjà dans son propre monde. L'un peut encore croire que les choses sont supportables parce qu'il ne mesure pas la profondeur du retrait de l'autre. L'autre, au contraire, a déjà quitté émotionnellement le mariage depuis longtemps. Elle n'attend plus de réparation. Elle prépare seulement le moment où elle aura le courage de dire que c'est terminé. Cette différence de timing explique pourquoi certaines révélations paraissent soudaines. Pour le public, la parole éclate d'un coup. Pour celle qui parle, elle a parfois été répétée 1000 fois dans sa tête. Elle n'est pas une impulsion. Elle est le résultat de nuits blanches, de conversations imaginaires, de phrases avalées, de larmes retenues, de colère transformée en calme apparent. Lorsque l'épouse finit par dire ce qu'elle a vécu, elle ne découvre pas sa vérité au moment où elle la formule. Elle la porte depuis longtemps. Mais parler après le divorce expose immédiatement à un autre danger. Être accusé de vengeance, c'est presque automatique. Une femme qui révèle sa souffrance après une séparation est souvent soupçonnée de vouloir punir. On lui prête une intention avant même d'examiner le contenu de ses mots. Pourtant, il existe une différence essentielle entre se venger et se libérer. La vengeance cherche à détruire l'autre. La libération cherche à ne plus être détruite parce que l'on a tué. Dans cette nuance se trouve toute la complexité du récit. Si l'épouse de Laurent Fontaine prend la parole, ce n'est pas forcément pour réduire son mari à ses défauts. Ce n'est pas nécessairement pour nier ses qualités, son talent, son parcours, ni même les moments heureux qu'ils ont pu partager. C'est peut-être pour refuser que l'histoire officielle soit la seule retenue. Car les histoires officielles ont souvent une douceur trompeuse. Elles parlent de respect, d'évolution, de séparation apaisée. Elles peuvent être vraies en partie, mais elles ne disent pas toujours le coût émotionnel de cette paix. Une séparation peut être digne et pourtant profondément douloureuse. Elle peut être calme en apparence et terrible en profondeur. Elle peut se faire sans cri public, mais après des années de cris intérieurs. Ce chapitre doit donc regarder en face une réalité rarement admise. Dans beaucoup de couples, la personne qui semble partir la première est parfois celle qui est restée le plus longtemps. Elle est restée par amour, par loyauté, par peur, par espoir, par respect de l'histoire commune. Elle est restée parce qu'elle ne voulait pas abandonner. Elle est restée parce qu'elle croyait encore possible de retrouver l'homme du début. Elle est restée jusqu'au moment où rester aurait signifié disparaître complètement. À ce stade, le divorce n'est plus un échec. Il devient une mesure de survie intime. Le mot peut sembler fort, mais il correspond à ce que vivent certaines personnes dans les relations longues lorsqu'elles ont trop longtemps nié leur propre douleur. Survivre, dans ce contexte, ne signifie pas échapper à un danger visible. Cela signifie retrouver sa voix, son espace, sa capacité de décider, son droit à ne plus être réduite au rôle de soutien silencieux. Cela signifie reprendre possession de son propre récit. Car pendant des années, l'épouse d'un homme public peut devenir un personnage secondaire dans le récit de l'autre. Elle est mentionnée lorsqu'il faut parler de stabilité, de famille, d'équilibre. Elle existe dans les marges, dans les remerciements, dans les photographies, dans les anecdotes. Mais son expérience réelle reste souvent invisible. Le divorce lui donne parfois, pour la première fois depuis longtemps, la possibilité d'être sujet de sa propre histoire. Et c'est précisément ce qui dérange. Une épouse silencieuse rassure, une épouse qui parle inquiète. Elle oblige à reconsidérer l'image d'un homme que l'on croyait connaître. Elle rappelle que la célébrité peut protéger celui qui la possède, car elle crée autour de lui un capital de sympathie. Elle montre que l'intimité n'obéit pas aux mêmes règles que la réputation. On peut être aimé du public et incompris chez soi. On peut être respecté professionnellement et incapable de préserver la personne qui partage sa vie. On peut réussir dehors et échouer dedans. Les récits de divorce gagnent souvent en audience lorsqu'ils fabriquent des figures extrêmes. Le bourreau, la victime, le manipulateur, la femme brisée, l'homme cruel. Mais la vérité humaine est plus dérangeante lorsqu'elle reste nuancée. Un homme peut avoir aimé et blessé. Une femme peut avoir été heureuse et malheureuse dans la même histoire. Un mariage peut avoir contenu de vrais moments de tendresse et finir malgré tout dans une forme d'amertume profonde.
C'est cette ambivalence qui rend les révélations après divorce si puissantes. Elles ne parlent pas seulement d'un couple célèbre. Elles parlent de tous les couples où l'on a trop longtemps confondu durée et réussite. Rester ensemble longtemps ne signifie pas toujours s'aimer bien. Parfois, cela signifie simplement que personne n'a encore trouvé la force de partir. Parfois, cela signifie que les apparences ont tenu plus longtemps que le lien. Parfois, cela signifie que l'un des deux a payé le prix du confort public. Dans le cas d'un homme comme Laurent Fontaine, dont l'identité médiatique repose sur la parole, la communication et la présence, le contraste devient presque symbolique. Comment un homme qui a construit sa carrière sur l'échange peut-il ne pas avoir su entendre celle qui partageait sa vie ? Comment celui qui savait capter l'attention d'un public aurait-il pu laisser s'éteindre l'attention la plus essentielle, celle du foyer ? Ces questions ne sont pas des verdicts. Elles sont des clés de lecture. Elles permettent de comprendre pourquoi le récit d'une épouse peut toucher autant. Parce qu'il y a, derrière cette histoire, une vérité universelle, être vu par tous ne signifie pas voir ceux qui sont les plus proches. L'épouse, elle, a peut-être longtemps attendu d'être vue. Non pas admirée, non pas remerciée en public, non pas reconnue comme une partie du décor conjugal, vue vraiment. Dans sa fatigue, ses attentes, ses peurs, son besoin de tendresse, son désir de dialogue. Elle a peut-être attendu un geste simple, une conversation honnête, une preuve que l'homme derrière l'image comprenait enfin ce qu'elle portait. Mais parfois, ce geste n'arrive pas, et lorsqu'il arrive trop tard, il ne répare plus rien. C'est une autre cruauté des ruptures longues. Au moment où l'un comprend enfin la gravité de la situation, l'autre a déjà traversé intérieurement le deuil. Il ne reste plus assez de confiance pour recommencer. Les excuses peuvent être sincères, les regrets réels, les promesses touchantes. Mais il existe un point où la souffrance accumulée transforme la tendresse en distance irréversible. On ne déteste pas forcément, on ne veut pas forcément faire du mal. On n'a simplement plus la force de revenir. Elles ne font pas forcément la une par leur violence spectaculaire. Elles touchent parce qu'elles sont reconnaissables. Beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes aussi savent ce que signifie vivre à côté de quelqu'un qui n'est plus vraiment là. Ils savent ce que signifie protéger une image alors que l'intime s'effondre. Ils savent ce que signifie entendre le monde complimenter une personne dont ils connaissent aussi les manques. L'horrible vérité, ici, n'est peut-être pas un secret unique. C'est l'ensemble de ces années où la douleur a été polie, domestiquée, rendue présentable. C'est le fait qu'un mariage puisse devenir une scène où chacun tient son rôle longtemps après la fin de l'amour vivant. C'est la solitude de celle qui comprend que le monde admire une version de son mari qu'elle ne retrouve plus à la maison. Et lorsque cette femme parle enfin, ce n'est pas seulement l'homme qu'elle expose, c'est le système entier des apparences. Elle expose l'idée que la réussite professionnelle excuse trop souvent l'indisponibilité affective. Elle expose la complaisance avec laquelle on demande aux conjoints de personnalités publiques de comprendre, de patienter, de s'effacer. Elle expose la violence ordinaire des phrases que l'on minimise. Elle expose la fatigue de devoir sourire pour préserver une réputation qui n'a jamais protégé son propre cœur. Après le divorce, la parole de l'épouse devient alors un acte de reprise. Elle reprend ce qui lui a été retiré par les habitudes, par la notoriété, par les silences et par la peur du jugement. Son droit à raconter, son droit à dire que l'histoire n'a pas été aussi simple qu'on l'a prétendu, son droit à refuser que la version publique efface la version intime. Mais ce droit a un prix. Car dès qu'elle parle, elle accepte d'être observée, discutée, contestée. Elle sait que certains défendront Laurent Fontaine sans rien connaître de leur vie privée. Elle sait que d'autres transformeront sa douleur en spectacle. Elle sait que ses mots seront peut-être coupés, exagérés, utilisés pour construire une bataille médiatique. Pourtant, malgré ce risque, elle parle. Parce qu'il arrive un moment où le silence coûte plus cher que le scandale. Ce moment marque un tournant. L'épouse n'est plus seulement celle qui a accompagné, elle devient celle qui révèle. Non pas forcément pour accuser devant le monde, mais pour déposer enfin le poids qu'elle portait seule. Sa parole n'efface pas la complexité de Laurent Fontaine. Elle ne résume pas tout un homme, mais elle rappelle une chose essentielle. L'image publique d'une célébrité ne doit jamais confisquer la vérité intime de ceux qui ont vécu à ses côtés. Une femme qui regarde les années passées sans maquillage, sans formule officielle, sans obligation de protéger encore. Une femme qui comprend que parler ne changera peut-être pas le passé, mais peut empêcher ce passé de continuer à la définir. Après le divorce, elle n'a peut-être pas tout gagné. Elle a perdu une histoire, un couple, une image, une part de sa vie. Mais elle a retrouvé quelque chose de plus fondamental, sa voix. Et parfois, dans les ruines d'un mariage, retrouver sa voix est la première vraie victoire. Au terme de cette histoire, une chose apparaît clairement. Le divorce n'est jamais seulement la fin d'un couple. Il est souvent la fin d'une illusion, la fin d'un récit que l'on a répété trop longtemps pour ne pas faire trembler les murs, la fin d'une image que l'on a protégée parfois au prix de soi-même.
Dans le cas de Laurent Fontaine et de son épouse, ce qui bouleverse n'est pas seulement l'idée d'une séparation, mais ce qu'elle révèle sur la distance immense qui peut exister entre la vie publique et la vie privée. Pendant des années, le public a vu un homme de télévision, un visage familier, une présence assurée, un professionnel capable de parler, d'écouter, de sourire et d'occuper l'espace médiatique avec aisance. Mais l'intimité, elle, ne se mesure pas à l'aisance devant une caméra. Elle se mesure dans les gestes du quotidien, dans la capacité à entendre l'autre quand plus personne ne regarde, dans la fidélité émotionnelle, dans cette attention simple qui fait qu'un couple continue d'exister au-delà des apparences. L'épouse, en prenant enfin la parole, ne cherche pas nécessairement à effacer tout ce qui a été vécu, ni à transformer son ancien mari en figure uniquement sombre. Une histoire d'amour, même lorsqu'elle se termine dans la douleur, ne se résume jamais à sa fin. Il y a eu des débuts, des promesses, des moments de tendresse, peut-être des années d'espoir. Mais il y a aussi ce que le silence a recouvert. Les absences, les blessures invisibles, les attentes déçues, les phrases jamais dites, les sacrifices que personne ne remarque parce qu'ils ont été faits dans l'ombre. C'est souvent cela, la vérité la plus difficile à entendre. Un couple peut sembler stable de l'extérieur tout en étant déjà profondément fissuré de l'intérieur. Cette affaire nous rappelle également combien le public peut être injuste lorsqu'il croit connaître une personnalité. Nous confondons souvent familiarité et connaissance. Parce qu'un homme apparaît à l'écran, parce qu'il nous accompagne pendant des années, parce qu'il nous donne l'impression d'être accessible, nous pensons deviner sa nature profonde. Pourtant, la télévision ne montre qu'un fragment. Elle montre une posture, un talent, une énergie professionnelle. Elle ne montre pas toujours l'homme qui rentre chez lui, celui qui se tait, celui qui doute, celui qui blesse parfois sans mesurer l'ampleur de ses gestes ou de ses manques. Et c'est précisément cette différence entre l'image et la réalité qui rend les révélations après divorce aussi puissantes. Mais il serait trop facile de transformer cette histoire en procès. La vraie force d'un récit journalistique n'est pas de condamner sans preuve, ni de fabriquer des monstres pour satisfaire la curiosité du public. Elle est de montrer la complexité humaine. Laurent Fontaine peut rester pour beaucoup une figure connue et appréciée. Son épouse peut, de son côté, avoir vécu une douleur réelle, profonde, longtemps retenue. Ces deux dimensions peuvent coexister. La célébrité ne rend pas innocent, mais elle ne suffit pas non plus à condamner. La souffrance d'une épouse mérite d'être entendue, même lorsqu'elle dérange une image publique. Et l'image publique d'un homme ne doit jamais effacer la vérité intime de ceux qui ont vécu près de lui. Après le divorce, le plus important n'est peut-être pas de savoir qui aura le dernier mot. Le plus important est de comprendre ce que cette histoire nous dit sur l'amour, le silence et les apparences. Elle nous rappelle qu'aimer ne signifie pas seulement rester. Rester peut parfois devenir une forme d'effacement. Aimer ne signifie pas non plus tout supporter au nom du passé, de la réputation ou des souvenirs heureux. Il arrive un moment où partir devient la seule manière de se retrouver. Pour l'épouse, parler après tant d'années n'est peut-être pas un acte de vengeance, mais un acte de survie intérieure. C'est reprendre possession de sa propre histoire, refuser que le silence soit confondu avec le bonheur, refuser que la version officielle soit la seule version retenue. Cette conclusion n'est donc pas celle d'un scandale ordinaire. C'est celle d'une vérité plus lente, plus intime, plus douloureuse. Derrière chaque couple public, il existe une vie que le public ne voit pas. Derrière chaque sourire, il peut exister une fatigue. Derrière chaque séparation annoncée avec pudeur, il peut y avoir des années de solitude. Et derrière chaque parole tardive, il peut y avoir une femme ou un homme qui a longtemps attendu le courage de dire simplement « Voilà ce que j'ai vécu ». Si cette histoire vous a touché, si vous aimez les récits profonds sur les célébrités, les vérités cachées derrière les images publiques et les analyses qui vont au-delà des titres sensationnels, pensez à vous abonner à la chaîne. Votre abonnement nous aide à continuer ce travail de recherche, de narration et d'analyse avec respect, nuance et intensité. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune